Bonjour, Maude Séjournant. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, tu es citoyenne française et américaine. Tu vis depuis plusieurs années à Santa Fe. Plus de 25 ans. Oh, et tu es en tournée ici au Québec parce que tu t'apprêtes à lancer un nouveau livre qui est La spirale initiatique. Oui, tout à fait, qui va sortir au mois de mai en France. Peut-être un petit peu plus tard ici, mais il arrivera. Alors, ton deuxième livre, si on parle du premier livre qui est Le cercle de vie, Oui. qui relate ton parcours initiatique. Donc, comment tu t'es ouvert à ta spiritualité. Est-ce qu'on peut aborder cette question-là? Peux-tu nous raconter ton initiation personnelle? Oui, j'entends beaucoup les personnes qui racontent un événement dans leur vie qui a changé complètement la direction de leur vie, qui les a ouverts à quelque chose. Moi, j'ai l'impression que ça a toujours été là. Quand j'étais toute petite, c'était déjà là. Et je me souviens, par exemple, avant ma première communion, on avait des cours de catéchisme. Et j'avais posé cette question au prêtre. J'avais dit, mais avant la création, qu'est-ce qu'il y avait? Alors, je ne me souviens plus très bien ce qu'il a répondu. Mais je sais que je voulais aller avant, dans cet avant. Et quelque part, je suis allée dans cet espace où il n'y avait plus rien de matériel, de formel dans la forme. Et ça m'a touchée profondément, le cœur et l'âme. Et j'ai toujours su que c'était ça qui m'intéressait. Donc, une quête qui date de loin, qui date de toujours. De toujours, oui, absolument. Mais comment as-tu trouvé une réponse? Comment as-tu senti à un moment donné, je touche à quelque chose de satisfaisant? Je crois que c'était cette première expérience à la fois de perfection et d'immensité et de non-limite que j'ai la chance d'avoir très petite, qui m'a dit, mais oui, il faut continuer avec ça. Et en fait, après, c'était une quête vers la vérité, ce qui m'a toujours intéressée. Et je l'ai dit quand j'étais petite, toujours, moi, je veux connaître la vérité. Je ne savais pas très bien ce que c'était, la vérité. Et je ne suis pas du tout sûre que je le sache davantage maintenant. Mais ce qui est important pour moi, c'est de savoir que c'est ce chemin qui m'attire vers quelque chose et que il n'y a pas de fin. Quand on enseigne la Rune médecine, comme je fais souvent, j'enseigne les directions de la Rune médecine, c'est une direction, c'est-à-dire qu'il y a un point de départ et ça s'arrête à l'infini. Donc, on peut continuer toute sa vie à comprendre et à découvrir ces directions, à découvrir le chemin de la vérité, parce que plus on s'en approche, plus on découvre son immensité. Mais justement, Maud, tu as choisi le chemin, la voie des chamans, la voie toltèque, la sagesse toltèque. Tu as rencontré Don Miguel Ruiz, qui, je crois, a été un des éléments déclencheurs vers cette quête-là. Qu'est-ce qui t'a interpellé dans la sagesse toltèque et la sagesse amérindienne? Alors, je suis arrivée, j'étais en France, et puis j'ai fait une grande traversée en bateau. En fait, j'en ai fait deux, en bateau à voile. Et l'un d'eux faisait, je pense, moins de 10 mètres. Et oui, et j'avais toujours rêvé de faire des grandes traversées. Donc, j'ai eu l'occasion avec le père de mes enfants, justement, de faire cette traversée de l'Atlantique. Et nous sommes arrivés aux Antilles. Là, nous avons habité quelque temps. Et j'ai senti qu'il fallait que je continue aussi mon chemin, que je continue à découvrir certaines choses. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui venait de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Donc, en plein monde amérindien, effectivement, puisqu'il y a encore beaucoup de réserves, beaucoup de tribus qui habitent tout autour. Et j'y suis allée. Et là, quand je suis arrivée, je savais que c'était l'endroit où je devais être. Il y avait une reconnaissance. Totale. Et en C'était à fait, ta place. et la reconnaissance, ça allait plus loin que juste de me dire oui, je me sens bien, c'est là. Mais
plusieurs années auparavant, je me réveillais souvent quand j'étais aux Antilles et je dessinais des paysages qui n'étaient pas du tout la mer qui nous entourait dans l'île où j'étais, mais qui étaient des grands paysages de montagne et de plaines désertiques. Et quand je suis arrivée à Santa Fe, j'ai dit, mais c'est ça. Donc déjà, je devais y aller d'une autre manière. Et j'ai toujours considéré que c'était mon lieu. Donc, une reconnaissance. Oui, tout à fait. Maintenant, les outils de la sagesse amérindienne aussi t'ont interpellé puisque tu les utilises maintenant. Absolument. Et dans ton nouveau livre, tu expliques que la spirale est aussi une symbolique de vie. Donc, est-ce que tu peux revenir en arrière puis retracer les outils qui t'ont aidé, toi, dans ton chemin, puis que tu utilises avec les autres maintenant? Effectivement, quand je suis arrivée là-bas, toute cette culture amérindienne m'a beaucoup touchée. J'ai eu l'occasion d'être invitée à des cérémonies, de faire partie de différents rituels. Ça s'est fait comme ça, je ne l'avais pas vraiment cherché. Mais... Et notamment, toute cette cosmologie qui est la rune médecine, qu'on appelle aussi le cercle de vie, puisque c'est là où l'on vit maintenant. Et c'est cet espace à 4 directions, donc les 4 directions cardinales. Les 2 directions zénith-nadir, c'est-à-dire ce qu'il y a sous nos pieds, la terre-mère, au-dessus le ciel, ou soleil selon certaines traditions, et puis la 7e direction qui est le point central qui les unit toutes et qui est, d'autres cultures diraient l'alpha et l'oméga, qui est ce point absolu, qui est partout et nulle part. Donc, c'est une cosmologie qui est entièrement basée sur la nature, sur les saisons, sur les âges de la vie, sur le jour et la nuit, sur des choses qui ne passent pas par l'interprétation humaine. On a une connexion directe avec ces directions parce qu'elles nous sont données par la nature. Et donc, c'est en fait, on dit que le chamanisme basé sur les runes médecine, c'est la première religion du monde. C'est-à-dire, c'est le premier outil qui nous permet de nous relier à ce qui est autour de nous. Parce qu'il s'agit de notre environnement. Absolument. Intérieur et extérieur. Tout à fait. On trempe toujours dedans, ça nous ramène à nous-mêmes, ça nous relie Effectivement, à notre extérieur. on le vit à l'intérieur de soi. Quand on a bien compris comment ça fonctionnait et qu'en fait, on est tout le temps au centre de notre roue. Oui. On a des rappels par notre environnement. Tout à fait. D'accord. Donc ça, c'est une cosmologie dont je me sers tout le temps, dont je ne me lasse jamais, parce que, comme j'expliquais, les directions vont toujours vers l'infini. J'apprends toujours. Ça fait 25 ans que je connais cette roue et c'est toujours avec un bonheur total que je l'utilise et que je m'en sers dans ma vie quotidienne. Dans vos ateliers, dans tes ateliers. Oui. Et Don Miguel Ruiz, à travers ça, est venu enrichir, approfondir. C'était un soutien, un mentor, un ami. Quel a été son rôle? Alors, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, j'étais déjà dans mon propre enseignement, je dirais, puisque même j'avais un groupe que j'avais fait venir de France, qui était venu à Santa Fe pour étudier avec moi, et je connaissais Miguel à l'époque, qui habitait Santa Fe. Et j'avais amené ce groupe pour rencontrer Miguel, qui n'était absolument pas connu, puisqu'il n'avait pas encore sorti ses livres. Il était là, et nous avons passé une demi-journée ensemble à travailler avec lui, avec ce qu'il faisait à l'époque. Lui aussi, il a évolué dans ce qu'il fait, dans ce qu'il enseigne. Et on s'est retrouvés, puis il est parti. Il avait des allergies, en fait, aux plantes. Il y a beaucoup de genévriers, d'herbes, etc., diverses, qui rend les gens assez allergiques au bout de quelques temps. Donc, il était parti, et on s'est retrouvés quelques années après. Il venait de sortir son livre. Je venais de sortir le mien, on a pratiquement sorti en même temps, et on s'est retrouvés. Et quand j'ai vu ce qu'il écrivait, quand j'ai vu cette simplicité, quand j'ai vu à quel point cela touche le cœur, comme si
Je pense que c'est un des seuls livres que je connaisse où, quand on le lit, on est touché dans le cœur, pas seulement dans la tête. Et je me suis dit, il faut absolument faire connaître ça. C'est pas la peine de réinventer la roue et que je raconte à nouveau des choses similaires. Il y avait une Donc, complémentarité, j'imagine. exactement. Qui te servait. Absolument. Et je me suis dit, il faut l'emmener en France. Donc j'ai trouvé un éditeur, Jean Vance, avec qui je collabore et je sors des livres d'autres auteurs aussi américains. Et voilà, et maintenant c'est le grand succès en France et partout dans le monde. Hein. Les livres de Miguel sont... Les 4 accords Toltec qui était son début, sa lancée. Voilà. Donc, si je peux aider et favoriser sa diffusion, cet enseignement, parce que j'ai beaucoup travaillé avec lui par la suite, j'ai fait un enseignement approfondi où on allait faire pendant une année entière, pendant 3 jours par mois, on passait nuit et jour en méditation, en enseignement, en apprentissage, avec un petit groupe d'apprentis de l'époque. Et donc, je fais ce que je peux pour diffuser son enseignement que je trouve merveilleux. Et l'intégrer au tien. Est-ce que tu peux résumer rapidement pourquoi c'est important ces 4 accords-là? Puis après ça, expliquer comment tes enseignements à toi viennent envelopper, viennent complémenter ces enseignements. Alors, bon, il y a les 4 accords en tant que tels qui sont je dirais, des principes de vie pour nous permettre de mieux vivre dans la vie. Mais derrière tout cela, je peux les mentionner tout à l'heure, éventuellement, mais ce qu'il y a derrière ça, c'est l'essence de ce que disent, je dirais, les grandes approches philosophiques et spirituelles de la non-dualité, par exemple, qui est de dire, mais tout ce que nous voyons autour de nous, tout ce monde-là, c'est un monde qui a été créé par l'humain. Mais en fait, derrière, il y a un autre monde qui est le monde de l'esprit, d'où nous venons et que nous sommes. Et il y a une manière de se défaire de vieux oripeaux que Miguel appelle ça la domestication. Nous avons tous été domestiqués par notre culture pour retrouver l'être authentique de départ. Comme l'enfant, un peu. D'ailleurs, c'est dit dans la religion chrétienne de redevenir des enfants pour rencontrer l'essentiel. Donc, éliminer les filtres qui font en sorte qu'on interprète constamment. Exactement. Au lieu de juste accueillir exactement. La réalité, la vérité. Tout à fait cela. Alors, les 4 accords sont paroles impeccables. Hein? Voilà. Et toujours une parole impeccable, ce que veut dire une parole impeccable vis-à-vis des autres et aussi vis-à-vis de soi-même. Oui. Très important. D'accord. Et il y a aussi, je lis en anglais, don't make assumptions. Oui, ça c'est le troisième. Le deuxième, c'est ne prends rien personnellement, de rien ne fais une affaire personnelle. Oui. Et c'est ce qu'on dirait en français, on a un terme qui est se vexer. Quand on se vexe, ça veut dire qu'on a pris les choses personnellement. Et en fait, à qui ça fait du mal? Essentiellement à soi-même. Et souvent, l'autre personne n'a aucune idée de l'impact. Tout à fait. On se bâtit un château de cartes sur des suppositions qu'on se crée. Alors ça, ne rien prendre personnellement. Troisième, ne fais pas de suppositions. Ne fais pas de suppositions. J'ajouterais un petit alinéa, ce serait si tu fais une supposition, sache que c'en est une. Voilà. Parce que quelquefois on en fait, on est obligé. Par exemple, on a ce rendez-vous aujourd'hui. Ma supposition, c'est que tu seras là au rendez-vous, toi aussi que je serai là au rendez-vous. On fait des suppositions, mais on sait que ce sont des suppositions de convenance. Mais ça veut dire, en fait, que les croyances que nous avons soient mises en question. On y reviendra avec le 5e accord, parce qu'il y a un 5e accord à la fin qui est arrivé plus tard. Et après ça, la spirale pour emballer le tout. Alors, le quatrième accord. Fais toujours de ton mieux. Oui. Alors, très, très important, surtout pour les addicts de la perfection. Ah, mais ils n'ont pas besoin de cet accord-là, ou au contraire. C'est-à-dire, faire de son mieux, ça n'est pas la perfection.
selon un idéal, parce que l'idéal, c'est dans un autre monde. L'idéal, par définition, voilà. n'existe pas dans notre monde de relativité. Nous sommes dans un monde de relativité. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et on va faire de notre mieux dans ce monde de relativité. Et un jour, mon mieux, ça sera eh bien, de parler à 500 personnes et de faire un marathon. Je ne fais pas de marathon, mais je fais du ski de fond, par exemple. Et puis, le jour où je serai malade, faire de mon mieux, ça sera de me mettre au lit avec une bonne couverture et un grog et prendre des vitamines. Donc, suivre sa voix et s'écouter au lieu de nourrir son insécurité en voulant toujours plaire et performer au-delà de ce qui est nous. Absolument. Donc, les 4 accords. 5e. Alors, le 5e, le dernier, c'est ne crois rien, mais reste ouvert. Et c'est là où on touche la profondeur vraiment de tout l'enseignement toltèque, c'est de mettre en question toute cette domestication, toutes les interprétations que nous avons créées et qui ont mené donc à des croyances que l'on va garder et que l'on va 20 ans après toujours traîner derrière soi alors que ça n'a plus rien à voir avec la situation dans laquelle on est. Donc très très important de remettre ça en question. Et c'est pour ça que je fais beaucoup de travail avec les personnes qui le veulent, un travail en profondeur pour leur permettre d'aller questionner cela. Et le problème des croyances, c'est que c'est comme un poisson qui est dans l'eau. Est-ce que le poisson sait qu'il est dans l'eau? Nous sommes dans l'air, il y a un gaz avec des molécules, etc. Est-ce que nous savons, si nous ne l'avons pas appris à l'école, que nous sommes dans l'air, que ça existe? Les croyances, c'est pareil. On ne sait pas qu'on a des croyances. Et finalement, c'est une illusion, comme de la sagesse indienne. Ouais. Tout à fait. Et ça dit la même chose, quelque part, mais avec la flaveur toltèque, amérindienne, qui vient de cette tradition toltèque. Mais l'essentiel dit la même chose. Alors, il y a donc, ne crois rien, mais reste ouvert. C'est-à-dire, sois ouvert à apprendre. Réceptif. Voilà. Exactement. Voilà. Parce que ceux qui croient qu'ils ont tout appris, qu'ils connaissent les choses, etc., ils se bloquent et la croissance s'arrête. Et la fermeture, c'est une croyance en soi. Hein? C'est de croire qu'on n'a plus besoin d'apprendre. Et c'est pas ça. Oui. D'accord. On n'a plus rien à apprendre, plus rien à... Ça y est, je m'arrête. Et ça, c'est la rigidité. Dans la Rune médecine, par exemple, la mort n'est pas du tout... c'est pas le changement d'état, le passage de là à la vie après notre vie. La mort, c'est la rigidité qui s'installe. Et je dis toujours, c'est la mort, c'est la matière qui se prend au sérieux. Ça s'appelle la nécrose. Hein, en français, ça commence à se figer. Et dès qu'on commence à se figer dans la tête, parce qu'on oublie de rester ouvert, c'est pas bon. Maintenant, la spirale. On revient à votre Alors, la spirale. Voilà, donc, la spirale, ça bouge, ça tourne. Là, l'idée de la spirale, c'est que même si on passe par ce qu'on croit être les mêmes directions, les mêmes lieux, on retourne aux mêmes endroits. On est différent à chaque fois. Donc, quand on va aborder l'Est, l'Ouest, le Nord ou quoi que ce soit dans sa vie, la manière dont on est maintenant est différente de ce que l'on était il y a 1 an, il y a 10 ans. Donc, la relation que l'on va avoir avec cet élément, avec cette direction, sera forcément différente. Et donc, c'est ce mouvement qui est donné. Parce que dans le cercle, on se dit, le cercle, après tout, il y a un côté statique. Voilà, exactement. Tandis que dans la spirale, on sent bien que ça bouge. D'ailleurs, c'est très intéressant. Là, je vois qu'on a un mur de pierre derrière nous. Et on voit souvent dans des anciens sites amérindiens des spirales qui sont gravées dans la pierre. Et ça, c'est un thème qui revient très, très souvent. Donc, c'est quelque chose de très universel, très profond,
qui, quand on le regarde, ne serait-ce que quand on regarde le symbole d'une spirale, on ne peut pas s'empêcher de bouger avec, en quelque sorte. On sent bien qu'il y a quelque chose de dynamique. Il y a un mouvement. Et il y a un Exactement. mouvement vers le haut. Ça peut être vers le bas haut, aussi. ou ça peut être vers le bas. Ça peut être un mouvement qui part comme ça, ou ça peut être un mouvement qui revient comme De ça. contraction. C'est toujours un mélange de cercles et de mouvements. Alors, ça peut faire un très très grand cercle, comme les planètes. Elles font des très très grands cercles autour de nous. Et puis, on peut faire des petits cercles, les aiguilles d'une montre, etc. fait des petits cercles. Donc, les spirales sont tout autour de nous, en permanence. J'aime tellement cette image-là de la spirale. Parce qu'il y a quelque chose de très positif. Il y a la notion de mouvement. Oui. Et il y a le mot gratitude qui me vient à l'esprit. Parce que des fois, on a l'impression que dans la vie, on refait le même parcours, les mêmes erreurs, on repasse dans les mêmes pas et on se dit, je comprends rien, j'ai rien appris. Et ce que tu dis, c'est, on n'est jamais les mêmes. Non. Il y a toujours un apprentissage. Et si on revient, c'est qu'on continue à progresser et qu'on n'a pas terminé. Alors, merci à la vie de nous faire revenir parce que dans le fond, on monte, on apprend, si on a cette vision-là. Et si même c'est toujours les autres qui, on pense, n'apprennent pas ou ne font pas le travail, donc si on les voit, on les juge, qu'il n'est pas à faire. Toute l'idée de Miguel, c'est il n'y a rien à juger, les choses sont comme elles sont, chacun fait son travail à sa manière. On ne sait jamais, on ne sait pas. Et si on a l'impression qu'ils n'ont pas appris, ou soit quand on rentre dans ça, on a l'impression qu'on n'a pas appris, le fait de se dire qu'on n'a pas appris, peut-être que la première fois, on ne se le disait même pas. Donc déjà, il y a un nouveau niveau de conscience de réaliser que il y a peut-être quelque chose à apprendre là et je vais continuer. Donc un parcours circulaire, mais sur un plan différent. C'est ça la spirale. On change de plan chaque fois. Tout le temps. On n'est jamais... Mais là, on n'est pas les mêmes que quand on a commencé notre conversation, toutes les deux. Le mot conversation, ça veut dire conversare. Con avec, cum, versare, changer. Une conversation, une vraie conversation, c'est quand chacun change à l'intérieur de soi. À travers le mouvement de deux personnes. À travers, c'est ça, l'échange, la spirale qui a touché l'une et l'autre. Et on va repartir de cette conversation différente. C'est ça la vraie conversation. Et parce qu'on est ouvert. Effectivement, on a créé un espace entre nous deux qui permet cet échange. Et peut-être qu'il y a des gens qui ont des fausses conversations où ils restent dans leur petite bulle. Ils regardent la bulle de l'autre en se disant « je ne veux surtout pas changer, ça va être comme ça, mon idée est la meilleure et il ne va rien se passer de l'autre. » Tandis que reste ouvert, c'est ça, reste ouvert, j'ouvre ma bulle. Créer l'espace pour que l'énergie traverse puis monte. Et maintenant, Maud, tu me parlais d'un blog que tu es en train de monter, justement. Ça me fait penser à cette spirale où il y a un parcours qui te permet de t'élever. Et là, tu veux parler de la femme, de la force de la femme et de la sagesse de la femme mature. Alors, ça fait très longtemps, effectivement, que je fais des stages pour les femmes. J'ai commencé, je crois, en 97. Et en France, j'étais une des premières à proposer des stages féminins avec des femmes. Et je me souviens très bien que la première fois que j'en ai parlé à un groupe de femmes, il y en a une qui a dit « Comment? Que des femmes? Mais on va s'embêter! Oh là là! » C'est pas du tout ouverte. Alors que moi, dans la culture d'où je venais, c'est-à-dire culture à la fois américaine et amérindienne, cette idée de se retrouver entre femmes et de faire des rituels de femmes était très courant. Donc, j'ai commencé cela. Et en fait, les femmes ont accouru. Elles avaient très envie de cela. Il y a beaucoup de femmes qui venaient me voir quelquefois à la fin de stage en me disant « Mais qu'est-ce que c'est qu'être une femme, finalement ?»
qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Et j'étais touchée par cette, je dirais, surprise, étonnement ou désespérance même quelquefois de ne pas trop savoir quelles étaient dans leur être de femme. Donc j'ai fait tous ces stages de femmes et d'ailleurs je continue à les faire. Là je vais en faire un au mois de mai en France, comme j'en fais au moins chaque année. Et j'aimerais bien d'ailleurs venir en faire au Québec. Parce que c'est un modèle que j'ai appris de cette tradition amérindienne qui ne voit pas du tout la parité, le côté, bon, la femme est là, elle a un petit peu de masculin, l'homme est là, il a un petit peu de féminin, et puis ils sont symétriques, ils se retrouvent. Non, 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 c'est une toute autre vision des choses, où le pouvoir de la femme vient de la reconnaissance et de l'approfondissement de qui elle est vraiment en tant que femme, et non pas d'aller chercher à l'extérieur et de faire comme l'homme. Et son vrai pouvoir vient de la totale acceptation, reconnaissance et prise en compte de ce qu'elle est en tant que femme. Et ça, c'est très différent de ce qu'on entend habituellement, où on se dit, ah ben non, il y a un petit peu de masculin, donc elle va faire comme l'homme. Et puis dans notre système patriarcal actuel, on est encore dedans, hein, on est malheureusement avec ça, elle se dit que si elle ne fait pas comme le système masculin, elle n'y arrivera pas. Alors que je crois qu'on est au bord d'une extraordinaire transformation en ce moment dans notre culture, où la femme va retrouver vraiment ce pouvoir en comprenant que c'est en s'écoutant elle et en sachant prendre cette sagesse et ce pouvoir intérieur qu'elle va pouvoir aider à transformer le monde. Et en étant elle-même. Donc, absolument. La question, cette femme qui est venue te voir pour demander, recevoir une réponse, mais qu'est-ce qu'une femme? Oui. Tout commence par la question. Le fait absolument. qu'elle s'est posé la question, c'est absolument. que la définition qu'on donne dans notre société d'une femme n'est dans le fond pas satisfaisante parce qu'elle provient d'un monde patriarcal. Tout à fait. Alors là, les femmes se disent, bon, on n'est plus que ça. On ne se sent pas rempli, on ne sent pas un état de plénitude avec ce qu'on dit qu'une femme est. C'est plus que ça. Mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est de plus. Voilà. C'est pour ça qu'il faut passer du temps. Ce n'est pas le mental qui va y répondre. Ce n'est pas de donner une réponse. Je n'avais pas une réponse à lui donner. J'avais par contre à l'inviter à partager du temps avec, on est en général 30-40 femmes ensemble pendant 5 jours. De femmes, d'accord. Et 40 femmes ensemble pendant 5 jours, on n'en sort pas de la même manière qu'on est arrivé. Parce que d'abord, on se voit en tant que sœur et non plus en tant que rivale. Parce que c'est principe. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de compétition. Voilà. On n'essaie pas ni de séduction, ni de compétition, ni de rejet, ni qu'on voit souvent autrement. Et là, elle se découvre en tant que sœur. Et en tant que sœur, il y a une ouverture qui se fait. Et il y a, bon, bien sûr, j'apporte des enseignements, des exercices, des pratiques. On n'est pas là juste pour se regarder. Non. Mais il y a une dynamique qui se passe qui était absolument extraordinaire. Et je sais que beaucoup en sont sortis en me disant que ça avait transformé leur vie et que c'était... voilà. Quel âge ont ces femmes? À quel âge la femme se pose la question, mais qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce que le pouvoir féminin? Je pense que ça se passe à tous âges. Et j'ai eu des personnes, les plus jeunes. Je recommanderais tout de même pas de faire ces stages avant, je dirais, 20 ans. Parce qu'avant, c'est un passage dans lequel on est... Je pense que les femmes sont plus mûres à partir de 20 ans pour écouter ce qui se passe. Et ensuite, j'en ai eu qui avaient 70, 75 ans et qui avaient vécu toute leur vie avec cette question finalement, qui n'avaient jamais eu l'occasion vraiment de le vivre pleinement. Et, alors je vais aller encore plus loin, maintenant, ces femmes qui ont vécu beaucoup de choses, qui ont vu des transformations, enfin les 50 dernières années, ça a été des transformations par rapport au statut de la femme absolument extraordinaires, comme jamais il s'en est passé dans l'histoire. Et
je vois des jeunes femmes de 20, 30 ans, j'étais à une conférence récemment, je voyais ces jeunes femmes, qui n'ont pas vécu tous les petites batailles ou les petits événements et les victoires progressives, et qui sont finalement, qui ne se sont pas tellement intéressées à la question, mais qui se retrouvent toujours aussi démunies et en question. Ça m'a frappée. Et je vois par contre toutes ces femmes maintenant qui ont vécu, qui ont appris dans leur chair, dans leur corps, dans leur intellect, et je me dis qu'il y a maintenant à faire, comme autrefois se faisait, une sorte de mentorat. C'est-à-dire que celles qui ont appris et qui sont maintenant dans une situation de ce que j'appellerais de femmes de sagesse, c'est-à-dire qu'elles ont appris dans leur corps. La sagesse, ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert dans un livre, ou ce n'est pas une question d'information, c'est une question de vécu, d'expérience, d'intégration. Donc c'est ça la sagesse pour moi. Et donc ces femmes de sagesse pourraient maintenant être des mentors pour les plus jeunes qui vont techniquement, pratiquement, politiquement, socialement créer le monde de demain, et qui vont pouvoir les aider en leur apportant ce soutien et peut-être des enseignements qui ne figurent nulle part, mais qui vont être très, très, très utiles pour elles. Totalement. Et ce sont les mères de demain aussi. Exactement. Hein? C'est les mères des enfants de demain, et elles ont besoin d'une grand-mère, comme il y avait autrefois. Oui. Mais que ces grand-mères soient vraiment non seulement là pour nourrir le petit, mais pour aussi les enseigner, leur apprendre, les soutenir. Avec leur sagesse. Maintenant, je reviens à la question de départ. Oui. Qu'est-ce que Maude Séjournant a appris à travers ce cercle de femmes-là, ou ces cercles? Donc, juste toi personnellement, parce que c'est toujours une réponse très intime. Qu'est-ce que toi, tu as découvert en tant que femme? Je viens absolument d'un espace où je luttais à la masculin. Ah bon? Ah oui. Quand j'ai travaillé dans des entreprises en France, etc., c'était la compétition. Et j'étais un peu garçon manqué. Et justement, je n'avais pas eu tout cet enseignement. Quand je l'ai découvert, effectivement, dans le cadre de mes rencontres, notamment au Nouveau-Mexique, avec différentes femmes ou grand-mères, j'en parle d'ailleurs dans mon livre, d'une chamane qui s'appelle Tuhupuvu, qui avait tout ce pouvoir. Et je me suis dit, mais c'est tellement important, tellement fort. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des stages. On dit toujours, on fait des stages et des enseignements pour s'enseigner soi-même. Oui. Et pour apprendre, on apprend aux autres ce qu'on voudrait apprendre soi-même. Je pense qu'au début, c'était tout à fait ça. J'avais envie de me retrouver dans un monde de femmes et de vivre dans mon corps cette ouverture, cette tendresse, cette douceur, cette présence à soi-même en tant que femme. Et de là, j'ai vu et j'ai senti pour moi que ce pouvoir se manifestait de plus en plus, parce que j'étais connectée avec ce pourquoi la femme est venue dans son pouvoir, c'est-à-dire défendre la vie, défendre l'enfant, défendre la nature qui nous soutient, parce que si la nature disparaît, on disparaît avec, défendre les choses essentielles qui se renouvellent normalement, mais que dans l'extrême, je dirais, d'un masculin prédateur, la nature disparaît et les arbres sont coupés, toutes les ressources sont utilisées, alors qu'autrefois, dans cette culture du féminin, que l'on avait avant la patriarchie, c'était le matriarcat, il y avait ce retour à la terre, il y avait cette idée de préserver pour la 7e génération. Et si les femmes sentent qu'elles sont ces gardiennes-là, je pense, et qu'elles comprennent vraiment pourquoi c'est nécessaire, parce qu'elles veulent protéger les enfants, c'est-à-dire les générations à venir, le pouvoir se manifeste et va se mettre en place d'une manière différente. Donc, société patriarcale, on va chercher son pouvoir, on avance dans la société plus d'un côté où il y a une énergie qui est compétitive, conflictuelle.
Alors que si j'ai bien compris, la femme, c'est une énergie qui est plus coopérative, communautaire, Exactement. où on travaille à l'unisson avec le cœur pour aller chercher un résultat. Donc, une énergie qui est complètement différente, mais qui est vraiment L'inclusion. naturelle. L'inclusion. L'inclusion, L'inclusion. c'est ça. Et ça, c'est pour les membres de la communauté, c'est pour la nature aussi. Donc, pas lutter contre la nature, mais s'intégrer à la nature Tout à pour fait. la préserver. Donc, cette énergie-là s'est déployée avec un succès aussi, sinon plus grand, parce qu'elle te nourrit. Tout à fait. Et je veux quand même dire quelque chose d'important, c'est que il ne faut pas croire que les hommes sont exclus de ce nouveau pouvoir du féminin. Ils ont en eux cette capacité à servir aussi le vivant et à mettre leur force, leur impulsion, leur même compétitivité quelquefois, mais à le mettre au service de cette vie qui est à préserver. Donc, je veux absolument pas créer démoniser l'énergie non, masculine. absolument pas. On en a absolument besoin et ils doivent être maintenant en coopération, en relation. Et on voit d'ailleurs de plus en plus d'hommes maintenant qui manifestent ce pouvoir, qui se rendent bien compte que oui, ils sont là. Et comme m'a dit une chamane indienne, ce sont les femmes qui tissent la trame du rêve et les hommes sont là pour le servir et la mettre en place. Et s'il y a juste une forme d'énergie sans l'autre, il y a un déséquilibre. C'est ce qu'on a vu. Absolument. Alors, ce n'est pas de privilégier un type d'énergie en faveur de l'autre, c'est de voir que pour que ça soit équilibré, on a un devoir en tant que femme de développer le nôtre et de le faire valoir. Absolument. Notre type d'énergie. C'est très juste. C'est nécessaire. Alors, donc, les ateliers que tu donnes, Maude Séjournant, sont orientés vers l'énergie féminine, la connaissance de soi. Il y en a différents. J'ai différents ateliers. je m'intéresse à beaucoup de choses dans ma vie, donc j'ai envie aussi de proposer différentes choses. Donc, il y a des ateliers autour de la tradition toltèque et de la mise en place pour soi dans sa vie quotidienne d'intégrer donc toute cette sagesse toltèque. Il y a les stages autour du féminin. Je fais aussi des voyages. D'accord. Où j'emmène les gens dans des lieux que je trouve absolument magnifiques, magiques. Là, on va au mois de juillet en Islande parce que c'est la nature brute. C'est vraiment... J'imagine que dans le nord canadien, il doit y avoir des magnifiques endroits comme ça. Sauf que là, il y a des volcans en plus, en action, en activité, avec des sources d'eau chaude, avec vraiment des choses magnifiques. Et c'est un lieu que je trouve idéal pour pouvoir se reconnecter avec les choses essentielles de nature brute, là, non dominée, non cultivée, non... Donc j'aime bien aller dans des endroits comme ça. Enfin, j'emmène les gens dans des lieux qui m'ont plu, que je trouve forts, parce que quand on est dans un voyage, on n'a pas les ressources habituelles avec ses petits ancrages, avec ses habitudes, avec ses repères. Donc on est beaucoup plus ouvert et prêt à changer. Oui, on sort de notre zone de confort. Exactement. Les portes s'ouvrent. Oui, oui. Donc c'est pour ça que j'aime bien aller autour du monde d'ailleurs pour faire ces expériences aux personnes qui le veulent. Et pour terminer, Maude, j'aimerais ça que tu nous glisses un mot sur l'importance j'oserais dire, de la femme d'âge mûr, avec toute sa sagesse, mais j'imagine l'homme aussi. Donc, la tranche supérieure des générations qu'on a tendance, malheureusement, à mettre de côté. Et je sais que les aînés dans les populations amérindiennes sont consultés, sont valorisés. Et c'est quelque chose que tu tentes, je crois, de réintroduire.
cette richesse-là qu'on a mis de côté. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, je vois tout à fait cette nécessité de faire des appareillages, des couplages, je dirais, de personnes de sagesse, qu'elles soient hommes ou femmes, effectivement, et des jeunes qui sont en démarrage, qui sont en action assez quotidienne. Ils ont un petit peu, comme on dit, le nez dans le guidon, c'est-à-dire quelquefois, ils ne peuvent pas avoir toujours une vision Une perspective globale, parce qu'ils sont tellement dans le quotidien, à trouver un boulot, à savoir se débrouiller dans cette vie-là, que de mettre les deux ensemble, il pourrait y avoir quelque chose d'extraordinaire où justement les plus anciens seraient nourris de toutes les techniques nouvelles que les jeunes savent manipuler, de voir tout ce qui a d'enthousiasme dans leur être, et puis qu'ils puissent utiliser justement cette sagesse des anciens pour ne pas à chaque fois réinventer la roue et redevoir tout découvrir soi-même. Et ça me paraît extrêmement important. Chacun va être valorisé dans cet appareillage et va pouvoir, je pense, trouver des choses très très profondes en soi. Et donc ça va être dans quelques temps mon nouveau projet de faire cette... redonner la parole aux aînés. Parce que c'est comme une boucle où il manque une partie du cercle, finalement, lorsqu'on exclut les gens qui terminent leur vie, qui ont quelque chose à dire sur un retour en arrière, sur... Et il faut savoir bien le faire aussi, oui. C'est-à-dire de vraiment utiliser la substantifique moelle qu'évoquait le philosophe, c'est-à-dire vraiment savoir leur faire prendre conscience de toute cette pratique et de toute cette sagesse qu'ils ont. Parce que quelquefois, c'est tellement intégré, on l'a tellement avec soi qu'on ne se rend plus compte que ça a de la valeur. Qu'on se rend plus compte que c'est la sagesse. Et ça reste là, c'est mis dans un coin et on ne s'en sert pas. Et c'est quand retrouver même son rôle de leadership, finalement. Voilà. Je dirais il y aura un co-leadership. C'est-à-dire d'encourager les jeunes à devenir leaders. Et en soi, c'est être leader, d'aider l'autre à le devenir. Et ça va se faire à travers un blog. Et il y aura un blog, il y aura peut-être un site, c'est en évolution. C'est en évolution. Voilà. Alors, 2 livres, dont un qui va sortir dans quelques mois. Dans un mois exactement, puisque c'est le 2 mai. Dans un mois. Ouais. Et puis des ateliers. Et tu vas revenir au Québec aussi. Je reviendrai, je vais retourner aussi chez moi à Santa Fe. C'est un peu mon lieu de retraite, mon lieu de ressourcement, là où j'écris, là où je suis assez tranquille. Et ensuite, je vais me ressourcer là-bas et je vais repartir pour aller rencontrer des personnes merveilleuses comme toi. Merci. Voilà. Alors, merci infiniment et j'ai bien hâte de m'inscrire à un de tes ateliers. Ça me donne tellement le goût. Voilà, bienvenue. Et c'est vraiment merveilleux. Et d'ailleurs, encore une dernière chose. Oui. Il y a les femmes et puis maintenant, je commence à faire des ateliers avec les hommes, avec des leaders hommes. Bravo. Et nous faisons un travail de rencontre homme-femme. Chacun est initié dans son clan parce qu'il y a des initiations qui ne se font que dans son clan à soi. Mais on se retrouve et on va se rencontrer, mais autrement. Voilà. Maud Séjournant. Merci. Merci. À la prochaine.